Salut tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect pour le premier vidéo de l'année sur les Canadiens de Montréal. Ils vont en avoir beaucoup plus cette année. On va faire un gros focus sur les Canadiens de Montréal, mais on va commencer ça aujourd'hui dans le fond en parlant de la position de deuxième centre. Évidemment, on a Kirby Dach, on a Newhook, deux joueurs qui, jusqu'à là, n'ont jamais joué au niveau d'un deuxième centre, mais deux joueurs qui pourraient peut-être s'y rendre si tout va bien. On n'est pas sûr. Surtout Kirby Dach. Dans le fond, Kirby Dach est toujours blessé. L'année passée, il était terrible défensivement, terrible offensivement. Ça a juste pas bien fonctionné avec Laine. Donc, c'est encore un gros point d'interrogation. Donc, les Canadiens pourraient essayer d'aller chercher un joueur. C'est quelque chose que le monde a parlé beaucoup cette saison, cet été plutôt. Dans le fond, ils en ont parlé sur Twitter, ils en ont parlé sur Reddit, quels joueurs qui sont disponibles, quels joueurs qu'on devrait aller chercher. Et j'ai compilé une liste de plusieurs joueurs. Puis il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des jeunes joueurs, d'autres, dans le fond, parient un peu à la Kirby Dach. Il y a aussi des joueurs qui sont beaucoup plus établis, des joueurs de 34, 35 ans. Donc, on va passer à travers chacun de ces joueurs-là, un après l'autre, et on va parler des centres à acquérir. Et le premier qui fait pas une tonne de sens dans le fond pour le Canadien de Montréal, mais je voulais en parler pareil. On parle d'un centre de Tampa Bay qui s'appelle Connor Geekie. Dans le fond, un gros joueur, un gros centre de 6 pieds 4 qui tire de la gauche, un gars de 21 ans qui reste dans le fond 2 ans sur son contrat son contrat d'entrée dans le fond. Donc, on parle d'un salaire de 800 000 à 900 000 par année. Le problème avec Geekie, c'est que c'est un projet. C'est pas un joueur qui est établi. C'est un joueur qui a joué comme 11 à 12 minutes l'année passée avec le Lightning. C'est pas impossible qu'ils ne veulent pas l'échanger autant que c'est possible qu'ils veulent l'échanger. Dans le sens que Connor Geekie, c'est la pièce maîtresse de l'échange avec Mikhail Sergachev, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de place pour Connor Geekie sur leur alignement, dans le fond. T'sais, ils ont déjà Kucherov, ils ont déjà Braden Hagel, ils ont déjà Cirelli, ils ont déjà Braden Point, ils ont déjà Gensel. Fait qu'il n'y a plus vraiment de place à gauche, puis il n'y a plus vraiment de place non plus au centre. Donc, Connor Geekie va servir à quoi? On ne sait pas. L'année passée, dans le fond, il jouait sur la 3e ligne, 4e ligne, il a joué comme 11 à 12 minutes par saison, par match plutôt. Donc, c'est pas un joueur qui a été utilisé beaucoup, donc je pense qu'il serait prêt à l'échanger dans le cas où il y aurait, dans le fond, que le Canadien paierait un gros montant pour l'avoir. Mais en même temps, c'est peut-être pas le choix idéal pour le Canadien. Sauf que ça ferait un bon joueur dans l'organisation qui pourrait grandir avec l'organisation. Le deuxième joueur qu'on parle après ça, on parle de Cole Sillinger. Et Cole Sillinger, dans le fond, c'est pas mal comme le choix si rien ne fonctionne. Si, admettons, Newhook a encore 20 points cette année, puis que Kirby Dach est encore blessé toute la saison, puis que tu essaies d'acquérir tous les joueurs qu'on va parler, ben, il reste Cole Sillinger. Puis Cole Sillinger, dans le fond, à Columbus, je ne sais pas s'il voudrait l'échanger. Je pense que c'est pas nécessairement un problème parce que on parle d'une équipe qui essaie de faire les playoffs, mais c'est pas un joueur nécessairement qui les a aidés énormément. Puis c'est un joueur, je pense, qui aurait besoin probablement de changer un peu d'environnement pour s'épanouir ailleurs. En fond, mais on parle quand même d'un joueur qui tire de la gauche, un joueur qui joue pesant, qui jouait pesant avant, qui ne joue plus tant pesant que ça. Dans le fond, il n'y a plus son killer instinct qu'il avait avant. Il l'a plus. Il faudrait qu'il le retrouve éventuellement. Mais on parle d'un joueur de 22 ans qui reste 1 an sur son contrat à 2,25 millions. Donc, c'est vraiment facile. Après ça, l'équipe a encore le contrôle dessus. Donc, c'est un joueur qui est facile à acquérir. C'est un joueur qui est facile à placer en dessous du cap salarial aussi. C'est pas vraiment un problème. Mais on parle d'un joueur aussi, au côté face-off, il gagne 46% de ses face-off. Donc, c'est pas nécessairement on parle pas d'un joueur qui est très, très bon pour gagner ses face-off. C'est un joueur qui tue les pénalités, quelque chose qu'on aurait besoin. Mais il joue à peu près 1 minute 20, 1 minute 40 par match sur le penalty kill. Donc, ça veut pas nécessairement dire que le gars, c'est un bon joueur de penalty kill, mais c'est un joueur qui joue dessus, qui apprend, puis qui dans le fond, qui met les efforts nécessaires pour jouer sur le penalty kill. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait besoin, mais c'est pas un scénario idéal. Puis je pense en termes de prix, je pense pas qu'il coûterait aussi cher qu'un gars comme Connor Geekie. Connor Geekie, c'est un gars qui a beaucoup de talent avec un gros potentiel. Cole Sillinger, c'est évident que l'année passée, il a joué à peu près, il a pas fait 40 points, mais il était en chemin pour faire 40 points. Donc, on parle pas d'un gros joueur offensif, mais c'est un joueur qui pourrait évidemment mettre un petit peu plus de jus offensivement, mais un joueur qui peut t'aider aussi dans l'équipe. Donc, qu'est-ce qui coûterait? Je pense que, mettons, un choix de deuxième avec un prospect en tant que tel, probablement que ça fonctionne. Un Owen Beck, mettons, puis un deuxième, je pense que ça fonctionnerait, tandis qu'un Connor Geekie, c'est sûr que ça va te prendre ton Michael Hage, puis ça va te prendre genre ce que ça prend pour aller chercher un joueur de ce calibre-là. Donc, c'est pas mal ça pour Cole Sillinger. Le prochain, c'est Brayden Schenn. Brayden Schenn, on parle d'un joueur, dans le fond, de 34 ans. On parle d'un autre joueur qui tire de la gauche avec un gabarit quand même décent. Il est comme 6 pieds 1. C'est un joueur
plus vieux, plus imposant. Il reste encore 3 ans à 6,5 millions sur son contrat. Donc, à 34 ans, 3 ans encore, on parle d'un joueur qui déjà n'est pas explosif offensivement. Là, on parle d'un gars qui fait, mettons, une cinquantaine de points par année. Donc, dans 2 ans d'ici, il va encore avoir 6,5 millions à payer, mais est-ce qu'il va être capable de faire des points? Est-ce qu'il va être capable d'aider l'équipe? Je ne sais pas, parce qu'en plus, c'est pas un joueur qui tue des pénalités. Ou du moins pas tant que ça, il a joué comme 30 secondes l'année passée sur les penalty kills, fait que c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter pour aller tuer des pénalités. C'est un gars qui gagne ses mises en jeu, par contre, on parle de 52% dans le face-off dot. Fait que c'est bon, mais c'est aussi, dans le fond, c'est capitaine des Blues de Saint-Louis. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à l'échanger aux Canadiens de Montréal? Je pense que les Canadiens de Montréal et les Blues ont une bonne relation. Ils viennent juste de faire un échange 1 pour 1. Donc, je pense que la relation est là, sauf le problème, c'est leur capitaine, puis c'est une équipe qui a fait les playoffs l'année passée. Je pense pas qu'ils cherchent à devenir moins bon. Puis Braden Shen, dans le fond, c'est leur centre de deuxième trio. Donc, à moins que Dvorsky prend un méga step cette année puis qu'il embarque puis qu'il devient le choix de devient le centre de deuxième trio, il n'y a pas vraiment de raison pour eux autres d'échanger Braden Shen. Mais c'est pas impossible que le Canadien les appelle et leur demande « Hey, y es-tu dispo? » Donc, on passe au prochain et il y a 2 joueurs, dans le fond, avec Seattle, que je pense que c'est pas impossible. On parle d'un joueur, first, c'est probablement pas l'acquisition la plus parfaite. On parle de Chandler Stephenson. First, c'est un joueur qui a un no movement clause, donc il faudrait qu'il accepte de bouger au Canadien de Montréal avant qu'on puisse l'échanger. C'est un gars de 31 ans. C'est un gars qui n'a pas eu la meilleure saison l'année passée. Côté stats, il a quand même mis 50 points, mais côté stats avancés, ça a été assez difficile. Il reste 6 ans à 6,25 millions, donc on parle quand même d'un gros salaire pour un joueur qui a eu une petite régression l'année passée. Mais on parle d'un gars qui gagne 52% de ses face-offs, un gars qui tire de la gauche, un gars qui patine extrêmement bien, un gars qui tue des pénalités. Puis je pense qu'à cause du salaire, puis de l'âge, puis le temps qu'il reste sur son contrat, c'est pas un joueur qui coûterait beaucoup à acquérir. Mais encore là, il faudrait que lui, il dise que oui, il accepte de lever sa clause de non-échange pour venir au Canadien de Montréal. Ce qu'on ne sait pas s'il est frais, puis en même temps, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seraient contents qu'on aille le chercher à cause du salaire puis de la réduction dans ses stats l'année dernière. Sinon, il y a l'autre joueur en arrière de ça qui est Jared McCann, que tout le monde a parlé tout l'été, tout le monde disait « Ah, il faut aller chercher Jared McCann, ce serait le joueur parfait ». Le problème avec Jared McCann, c'est que c'est pas un joueur de centre. C'est pas un joueur de centre naturel. L'année passée, il a fait en dessous de 300 face-off l'année passée, puis il gagnait pas. Donc, il a comme 240 face-off, puis à 45% d'efficacité. Donc, on parle pas d'un joueur qui est vraiment, vraiment bon pour le face-off, mais c'est un joueur qui tue des pénalités. Donc, ça, ce côté-là, c'est très bon. Puis, côté offensivement, je pense que dans tous les joueurs qu'on va parler, c'est probablement le joueur le plus explosif offensivement. On parle d'un gars qui fait 60, 65, 70 points par année. Il a 29 ans. Il reste juste 2 saisons à 5 millions par année. Donc, première des choses, il va coûter cher à acquérir parce qu'on parle d'un gars de justement 60, 70 points. Qui reste 2 ans à un excellent salaire puis qui a juste 29 ans. Donc, il va coûter très cher à acquérir, mais je suis pas sûr qu'il répond aux besoins de l'équipe. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas idéal? À mon avis, non. Je suis pas sûr que je paierais le prix. Tu sais, admettons que ça te prend un Michael Hage puis un deuxième choix ou quelque chose comme ça pour aller chercher Jared McCann. Est-ce que tu le fais? Moi, je pense pas. Je pense pas. Pas parce que nécessairement je suis le plus grand fan de Michael Hage. Je pense que Michael Hage va être bon. Je suis pas sûr que c'est un joueur de centre de deuxième ligne. Ça reste à voir dans le futur, mais c'est juste que c'est cher payé pour un gars qui répond pas nécessairement à tes besoins. Donc, c'est ça un peu mon opinion sur Jared McCann, mais en même temps, je serais pas déçu si on l'avait. Après ça, on passe à Anaheim et c'est probablement le joueur qui coûte le plus cher à acquérir de toute la liste et on parle de Mason McTavish, un joueur dans le fond qui v'là 3 ans, 4 ans, était le 3e choix overall dans le draft. On parle d'un joueur de 22 ans qui, en ce moment, n'a toujours pas de contrat. Et la raison pour laquelle il n'a pas de contrat, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il demande 8 millions par année ou c'est parce qu'Anaheim essaie de lowballer avec un offre de comme 3 ans à 4,5 millions? Je ne sais pas. Mais on parle d'un joueur qui est... De toute façon, tu l'échanges, faut que tu lui donnes un contrat, mais au moins, tu as le contrôle sur le joueur. 22 ans, RFA, 51% dans le face-off dot. Ce qui est pas mauvais, dans le fond, qui est même excellent. C'est pas Ryan O'Reilly, mais c'est quand même très bon. Mais c'est pas un joueur qui tue des pénalités, mais c'est le gars qui a un peu... Selon moi, il a le vouloir, puis il a l'attitude d'un gars qui va tuer des pénalités dans le futur. Il le fait pas encore, mais il joue avec Anaheim. Anaheim, c'est pas une grosse équipe non plus. Donc, je pense que tu pourrais l'intégrer tranquillement, pas vite, dans ton penalty kill sur ton équipe. C'est le type de joueur, selon moi, que
premièrement, le hockey sense pour le faire, mais aussi le vouloir de se défoncer sur le penalty kill puis de gagner. Mais en termes de qu'est-ce que ça coûterait pour acquérir ce joueur-là, je pense que c'est énorme. Comme je disais, on parle d'un choix du troisième overall, là, comme 3 ans, 4 ans. Mais aussi, on parle d'un gars qui a mis 51 points l'année passée. Donc, tu sais, il a fait comme 40, il a fait 40 points comme 2 ans de suite, puis après ça, 50 l'année passée. Donc, il est en progression. Ouais, c'est ça. Ça va coûter cher à l'acquérir. Probablement que ça va te prendre ton premier, puis ça va te prendre Michael Hage, puis peut-être même un Owen Beck par-dessus ça, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça va briser le cœur de plusieurs gens si on acquérit Mason McTavish. Ça va coûter une petite fortune, puis c'est normal. On parle d'un joueur, en fond, qui a un potentiel. T'sais, à 22 ans, il n'a pas atteint son potentiel du tout. S'il est déjà à 50 points à 22 ans, en fond, c'est comme Slavkovski, là. Il est à 50 points. Il est à 50 points en jouant sur une des meilleures lignes dans la Ligue nationale à 21 ans. Donc, Mason McTavish, c'est basically le même niveau de joueur. Donc, du moins en ce moment. Donc, c'est ça. Ça coûterait très cher à acquérir. C'est quoi le contrat aussi? On ne sait pas. Donc, je pense que c'est improbable, mais en même temps, c'est pas nécessairement impossible. Prochain joueur, on parle de Ryan O'Reilly avec Nashville. Un joueur un peu plus vieux, un gars de 34 ans qui reste 2 ans à 4,5 millions de dollars sur son contrat. Un gars qui gagne toutes ses face-offs à 56%, qui tue des pénalités, mais qui a quand même ralenti un peu au courant des dernières années. On parle d'un gars qui joue maintenant en dessous de 1 minute sur le penalty kill, tandis qu'avant, c'était comme le principal tueur de pénalité sur ton équipe. C'était le gars qui prenait toutes les mises en jeu défensives, qui était capable de justement garder possession de la rondelle puis de l'amener de l'autre côté. Donc, c'est plus nécessairement ce joueur-là, mais on parle quand même d'un joueur de 50 quelques points qui reste 2 ans à 4,5 millions. Donc, un contrat très facile à absorber pour le Canadien de Montréal. Évidemment, peut-être pas dans la situation actuelle à Carey Price, mais c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Puis, c'est un joueur qui va nous aider. Sauf que c'est pas quelqu'un qui va être là pour le futur. On s'entend dans 2 ans, il patinera plus tant que ça, puis je pense que son output offensif va être quand même assez limité. Donc, probablement, c'est vraiment comme une option de temporaire, si on veut. C'est pas une option pour le futur, comme Mason McTavish, admettons, c'est un gars qui va être là temporairement, puis il faut que tu souhaites après ça que Michael Hage, il prenne la position de deuxième centre, puis qu'il soit un bon joueur de centre, du moins pour la deuxième ligne. Donc, très bon pour le moment. Pas bon pour le futur, mais contrat très facile à absorber, qui fait aussi un petit peu de tout ce qu'on a de besoin. Puis c'est un gars qui a de l'expérience, un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Donc vraiment, un bon choix. Puis je pense pas qu'il va coûter si cher que ça, parce que First Nashville, c'est une équipe qui, je pense pas, va compétitionner cette année. C'est une équipe probablement qui va chercher à avoir un choix un peu plus bas. Et Ryan O'Reilly, considérant l'âge, considérant la production qui descend un petit peu, probablement que ça coûtera pas comme un premier choix plus un de tes top prospects. Probablement, tu peux probablement t'en sortir avec, admettons, un deuxième choix puis un gars comme Engstrom, admettons. Je pense que ça ferait du sens. Est-ce que c'est assez pour eux autres? Je ne sais pas, mais je pense que c'est pas mal ça que je paierais pour Ryan O'Reilly parce que c'est quand même limité ce que tu vas recevoir. Après ça, on s'en va aux New York Islanders, puis c'est un des gars qui avait été parlé le plus dans le fond dans le temps cet été quand le monde parlait d'acquisition de centre pour jouer sur la deuxième ligne. Et on parle de Bo Horvat. Bo Horvat va être extrêmement dur à fitter dans l'échelle salariale. Dans le fond, on parle d'un gars qui a quand même 6 ans encore à 8,5 millions de dollars. Pour un gars qui fait comme 50 à 60 points par année, c'est beaucoup pour ce qu'il offre, selon moi. Mais c'est un gars qui tue des pénalités. C'est un gars qui gagne 58% de ses face-offs. Donc, excellent joueur défensif. Mais c'est un gars de 30 ans. Donc, à la fin de son contrat, il va avoir comme 36 ans. Fait que c'est correct, c'est pas un problème. Il va coûter extrêmement cher à acquérir parce que je pense que les Islanders ont aucunement l'intention de l'échanger. Donc, si tu le veux, il va falloir que tu payes pour. Mais, ouais. Il y a aussi, à ma connaissance, c'est un joueur aussi qu'une clause de non-échange modifiée ou une complète. Donc, je suis pas sûr à 100% de ce côté-là, mais je pense qu'il faudrait qu'ils disent oui, je veux être échangé pour qu'on l'acquérit. Sauf que, autant que c'est un joueur qui fit parfaitement pour la deuxième ligne, on s'entend que tu as une ligne de centre avec Nick Suzuki en haut, puis Bo Horvat à la deuxième ligne, puis après ça, tu as Kirby Dax à la troisième, puis Jake Evans à la quatrième. Tu as une ligne de centre quand même très, très, très solide, là, très solide. Sauf que Bo Horvat, le problème, c'est le salaire. Comment tu rentres 8,5 millions sur ta masse salariale? Je
Je sais pas. Je sais que les Canadiens ils ont des bons capologistes, des mondes qui sont très bons pour trouver des façons créatives de rentrer de l'argent puis de sortir de l'argent, mais je pense que la Ligue nationale elle essaie comme un peu de limiter comment les équipes sont capables de sortir de l'argent d'une façon fake, dans le fond. Donc, je sais pas si ça fonctionnerait, mais ça reste à savoir, c'est une des possibilités, mais je pense que il y a pas beaucoup de chances que ça arrive à cause du salaire. Puis à cause aussi parce que les Islanders veulent le garder. Simple d'un. Après ça, on a un autre choix qui est Pavel Zacha, qui est un joueur qui joue pour les Boston Bruins. Donc, on s'entend que déjà en partant, les chances que ça arrive sont relativement faibles ou même très faibles. C'est quoi les chances que les Bruins veulent échanger avec les Canadiens de Montréal puis améliorer un rival? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je serais quand même relativement surpris. Mais on parle d'un joueur, dans le fond, de 28 ans, avec un contrat de 2 ans à 4,75 millions, donc vraiment pas cher. Un gars qui gagne 53% de ses face-offs, qui tue des pénalités, 6 pieds 4, tire de la gauche. Il y a eu 3 saisons back-à-back, le 60, 60, 50 points. Donc, overall, ça va très bien. Là. Ça serait une excellente acquisition. Mais encore une fois, je pense qu'il y aurait un premium à payer par le fait que c'est le Canadien de Montréal qui essaie d'aller chercher un des bons joueurs du côté de Boston. Je pense qu'il y aurait un petit premium à payer de ce côté-là. Puis c'est aussi un joueur qui va coûter cher pour n'importe quelle équipe à acquérir parce qu'il fait tout ce que les équipes veulent faire. Je pense qu'offensivement, c'est pas un gars qui va driver une ligne. Mais si t'as Pavel Zacha dans le milieu, puis à côté de lui, t'as Ivan Demidov, puis de l'autre côté, t'as soit Zachary Bolduc ou Patrick Laine, dans le fond, Pavel Zacha n'aura pas besoin de driver la ligne. Il va juste, dans le fond, se mettre aux bons endroits, puis aller chercher les pucks en fond de territoire, gagner ses face-offs, tuer ses pénalités, puis Demidov va s'occuper de faire le reste, dans le fond. Là. Donc, une bonne acquisition, mais une acquisition qui va coûter extrêmement cher, en plus du petit premium qu'il va falloir payer parce que c'est Boston, évidemment. Après ça, on passe à Vegas et on parle de William Karlsson. Karlsson, en fond, c'est un autre joueur qui tire de la gauche. C'est pas un aussi gros joueur que Pavel Zacha. On parle d'un gars qui est comme 6 pieds 1, quelque chose comme ça. Donc, pas un gros joueur ou un joueur ou un joueur d'énergie. Un gars de 32 ans, donc une petite affaire plus vieux, mais quand même correct. Il reste 2 ans à 5,9 millions sur son contrat, donc pas un gros contrat à absorber. Évidemment, en ce moment, ça ne fonctionnerait pas. Il faudrait bouger un petit peu d'argent ici et là, mais sauf que c'est pas nécessairement le plus gros contrat à absorber. On parle d'un gars qui gagne 58% de ses face-offs, un gars qui tue des pénalités, puis je pense qu'à cause de son âge, à cause de son contrat qui est quand même bon, mais qui est pas nécessairement excellent avec sa petite régression l'année passée, je pense pas qu'il coûterait si cher que ça. Puis en plus, Vegas, c'est une équipe qui est toujours comme sur le précipice de dépasser la masse salariale. Donc, ils sont toujours prêts à bouger les gens pour pas trop cher pour être capable de rentrer des nouveaux joueurs. C'est sûr que à la date limite des transactions, ils vont vouloir essayer d'acquérir un nouveau joueur pour remplacer Pietrangelo, j'imagine. Puis il va falloir qu'ils bougent de l'argent. Puis l'argent qu'ils vont essayer de bouger, c'est probablement William Karlsson parce qu'ils ont déjà dans le fond Thomas Hurdle pour leur deuxième ligne, puis ils ont aussi Jack Eichel sur la première ligne. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de William Karlsson sur la troisième ligne? Évidemment, c'est excellent pour eux autres s'ils peuvent le garder, mais s'ils ne peuvent pas parce qu'ils veulent acquérir un joueur qui a un peu plus d'impact, ils pourraient l'échanger pour pas grand-chose. Je pense un deuxième, puis je sais pas, une deuxième, troisième, quelque chose comme ça, avec une coupe de petits prospects pas trop, tu sais, pas trop bon. Je pense que ça serait assez pour l'acquérir, mais en même temps, ça se peut que Vegas veuille plus que ça. Donc, je sais pas. Je suis pas le meilleur pour évaluer les valeurs des joueurs en termes de trade parce qu'on dirait que d'une année à l'autre, les joueurs n'ont jamais la même valeur. Donc, c'est vraiment dur à évaluer de ce côté-là. Mais je pense que dans tous les joueurs qu'on a parlé, lui, Zacha, McTavish, c'est probablement comme les 3 meilleurs joueurs à acquérir. Il y en a un autre aussi qu'on va parler comme très bientôt, qui serait bon à acquérir, mais tu sais, il est au top, là, William Karlsson. À cause de son contrat, à cause, je pense, le prix ne coûterait pas trop cher, puis le fait qu'il fait tout ce qu'on a de besoin, il le fait très bien. Après ça, il y a 2 joueurs dans les Utah Mammoths qui, je pense, que les Canadiens pourraient l'acquérir. On parle de Nick Schmaltz, qui est un peu comme Jared McCann, un centre non naturel. Donc, un joueur qui ne joue pas nécessairement au centre, mais un gars qui a pris 300 face-offs l'année passée, qui a gagné 49% de ses face-offs. Un gars qui reste 1 an de contrat à 5,85 millions. Donc, pas très cher. Il a 29 ans. C'est sûr que si tu payes pour un gars comme ça qui fait 60 points par année, qui est bon défensivement, il va falloir que tu payes. Puis évidemment, si t'es pour donner, mettons, comme Michael Hage pour ce joueur-là, ou si t'es pour donner un premier choix avec un troisième choix, ou un premier choix à P. Engstrom, ou Kapanen, ou Beck, faut que ce soit un joueur que tu re-signes. Tu peux pas payer ce prix-là pour un gars que tu vas garder pendant 1 an. Ça fait pas de sens pour le Canadien de Montréal. On n'est pas rendu là où on essaie d'acquérir des joueurs à coup de premier choix pour les garder juste pendant 1 an. Donc,
pas le choix idéal, mais quand même, si y a pas si les autres ne fonctionnent pas, je pense que c'est un des choix sur lesquels tu peux retomber, qui pourrait justement jouer au centre sur ta deuxième ligne, parce qu'il est capable de le faire, il est capable de gagner ses face-offs. C'est pas un gars qui tue des pénalités, par contre, mais il est bon défensivement, il est relativement jeune, puis il a un bon salaire. Sinon, le deuxième joueur avec les Mammoths, on parle de Barrett Hayton. Je sais pas s'il serait prêt à l'échanger, mais c'est un des joueurs que j'aimerais bien acquérir. Je sais pas c'est quoi le prix de Barrett Hayton, mais on parle d'un gars de 6 pieds 2 qui tire de la gauche, un gars de 25 ans qui reste juste un an à 2,65 millions sur son contrat. Donc, pas un gars qui coûte cher. Probablement un gars qui va coûter un peu plus cher à acquérir. Par contre, 54% dans les face-offs. C'est un gars qui tue des pénalités. C'est un gars qui est bon défensivement, qui est bon offensivement, qui est bon en 5 contre 5, qui est bon... tu sais, dans le fond, il est bon dans tout, puis il est relativement jeune, puis il a quand même un certain gabarit. Donc, c'est un joueur qui fait tout. C'est pas un gars qui a une tonne de production offensive. Je pense qu'il a mis comme 40 points l'année passée, donc c'est pas un gars explosif offensivement, mais qui est quand même assez bon pour jouer sur une deuxième ligne, mais qui va aussi aider dans plein d'autres facettes du jeu, puis qui coûte pas nécessairement cher. Puis je pense pas que c'est pas un gars qui va recevoir un contrat de 8 millions l'année prochaine. Là. Il est pas rendu là, à moins qu'il explose offensivement cette année, ce qui arrivera probablement pas. Mais ça reste un joueur que ça va te coûter ton premier choix, c'est sûr, à 100%, puis ça va te coûter quelque chose de plus par-dessus ça. Peut-être que ça leur prendrait un joueur comme Struble, admettons, ou comme Jacky, parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de joueurs sur du côté gauche dans leur défense après Sergachev. Donc, je sais pas. Ça va coûter assez cher pour acquérir ce joueur-là, même si c'est pas un joueur explosif offensivement, parce qu'il fait tellement de choses bien, puis il a un certain gabarit, puis il est jeune. Mais je pense que ce serait un excellent choix après tout. Et le dernier joueur aujourd'hui que je voulais parler, c'est un autre joueur qui a été parlé beaucoup. Puis c'est Nazem Kadri à Calgary. Le problème avec Kadri, dans le fond, c'est un joueur qui serait très bon à carré. Comme deuxième centre, qui est excellent. C'est pas un gars qui gagne toutes ses face-offs. Il est comme à 46%. C'est un gars qui tire de la gauche, fait que c'est très bon. Mais on parle d'un gars qui va commencer la saison à 35 ans et qui reste 4 ans à 7 millions de dollars. Donc, tu peux te dire que pour les 2 prochaines années, tu vas avoir un Nazem Kadri qui va être encore bon, qui va te donner son 50 à 60 points. T'sais, il a été quand même relativement stable dans le 60, 70 points, 50 points pendant sa carrière. Je pense qu'on peut se garantir comme un 2 ans à 50, 60 points. Sauf qu'après ça, tu sais, quand il va être rendu à 37, 38, 39 ans, est-ce qu'il va avoir la même efficacité? Est-ce qu'il va être encore un gars de 60 points puis de 50 points que tu payes 7 millions? Ou il va être un gars de, je sais pas, moi, de 30 points que tu payes 7 millions comme un peu, comme Gallagher, dans le fond, là, où il est rendu cette année. On le paye 6,5 millions puis c'est un joueur qui va probablement jouer sur ta troisième, quatrième ligne. Donc, est-ce que tu veux un autre comme ça avec Nazem Kadri? Personnellement, je pense pas. Puis c'est aussi, c'est pas un gars qui va aller tuer des pénalités. C'est pas un gars qui est nécessairement fort défensivement. C'est un gars qui va amener beaucoup d'offense, mais tu sais, avec Demidov sur la deuxième ligne, puis peut-être Lainé de l'autre côté ou Bolduc de l'autre côté, est-ce que tu as vraiment besoin d'un gars qui va amener beaucoup d'offense au centre? Tu as besoin d'un gars qui est capable de lock it down défensivement. C'est un peu là la question. Moi, je pense que c'est plus l'option numéro 2 que l'option numéro 1. Donc, je pense pas que c'est un choix parfait pour le salaire, pour l'âge, pour le type de joueur. Même si c'est un gars qui est agressif, c'est un gars qui a du feu à l'intérieur de lui. Fait que c'est le fun de voir un joueur comme ça. Mais je pense côté salaire, côté âge, c'est pas nécessairement le fit parfait pour le Canadien de Montréal. Donc, c'est ça pour les centres d'aujourd'hui. C'était ça, le vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos comme ça, où je fais juste parler à la caméra, dans le fond, parler à vous à travers la caméra. Cette année, je vais en faire beaucoup de vidéos comme ça. Dans le fond, principalement, toutes les vidéos que je vais faire en anglais, je vais essayer de les faire en français, comme talking head, de la façon que je le fais en ce moment. Puis, c'est vraiment ça. Dans le fond, aujourd'hui, c'était les centres. La prochaine fois, ce sera quelque chose d'autre. J'ai aucune idée, mais je vais essayer d'en faire au moins un par semaine vidéo sur la chaîne francophone, dans le fond. Donc, c'est ça qui est ça. Merci d'avoir regardé. On se voit l'an prochain. S'il vous plaît, prenez le temps de liker et de subscriber. Peace.